Bonjour les humains, 10 décembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et là, je vais entamer une nouvelle playlist parce que je suis tombé complètement par hasard euh, sur un livre, sur un petit bouquin, dans une boîte à livres. Vous savez, hein, là on peut se servir, puis façon de mini-bibliothèque extérieure, on peut se servir et puis remettre le livre quand on a terminé. Il y en a un petit peu partout ici en région parisienne, dans les squares, les jardins, etc. Et je suis tombé sur un livre de Georges Barbarin. Je ne sais pas qui c'est, jamais entendu parler, donc j'ai été voir. Et il se trouve que c'était un journaliste et essayiste. Et ça m'a fait un peu penser à Serge Monast, pour ceux qui connaissent, si, où est-ce que je veux dire. Et il est décédé dans le... Bon, il avait 82 ans, hein, donc il a une vie longue, surtout pour l'époque. Je crois qu'il est décédé en 1965, un truc comme ça. Vérifiez, hein, si vous voulez. Donc pour l'époque, il a une belle vie, 82 ans. Mais bon, il est quand même décédé dans l'incendie de son domicile. Bon, bref, il aurait peut-être pu encore vivre quelques années. Enfin bon, bref. Et donc ça s'appelle Le secret de la Grande Pyramide, mais en allant regarder ce qu'on dit de lui sur Wikipédia, eh bien ça m'a encore fait plus penser à Serge Monast. Euh, donc ceci est une mise en bouche, un petit préambule, et je vais vous lire. Il n'y a que 10 chapitres et je vais vous lire après ce qu'il y a écrit derrière, je vais vous lire les 10 chapitres et vous allez voir où je veux en venir. Donc ça s'appelle Le secret de la Grande Pyramide. Hein. Bon, donc il s'intéressait à l'égyptologie, etc. Alors voici comment Georges Barbarin présente son ouvrage. On a d'abord cru que la Grande Pyramide n'abritait qu'une chambre funéraire. Puis on a découvert qu'elle contenait, sous forme de mesures précises, la solution de certains des plus grands problèmes astronomiques, géométriques et géodésiques de tous les temps. Bon, on le sait maintenant que ça correspond à des points dans le ciel, etc., puis que les angles sont bien calculés, etc. Bon, bref. Enfin, on s'aperçut qu'un lien étroit existait entre les mesures intérieures et les mesures extérieures de l'édifice, et que le système de couloirs renfermait une chronologie géométrique des dates les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Bon, le fait que la civilisation égyptienne ait conçu des calendriers, il y a rien de bizarre à ça, hein, une si grande civilisation, comme la civilisation chinoise et grecque, et, etc. Donc, jusque-là, rien de bizarre. Hein. On verra dans ce livre que la Grande Pyramide non seulement représente la science d'une grande civilisation pré-biblique, depuis longtemps disparue, mais encore porte en elle la marque d'un savoir surhumain. Et ce savoir surhumain livre une partie de son secret grâce aux analyses de l'auteur. En particulier, Georges Barbarin nous montre comment a pu être érigée cette construction colossale qui défiait les techniques humaines de l'époque et comment ces prophéties inscrites dans la pierre nous concernent encore aujourd'hui. Des prophéties dans la pyramide. Bon, déjà ici, on dit que la civilisation égyptienne est pré-biblique. Si vous lisez la Bible, vous savez bien que la civilisation égyptienne, on en parle dans la Bible. Donc elle n'est pas pré-biblique. Bref, passons ce détail. Les titres. Les titres des chapitres. À la fin du livre. Donc d'abord la préface. Ensuite, chapitre 1, historique. Chapitre 2, constatation scientifique, astronomique et géodésique. Déjà le titre, ça fait sérieux.
Le troisième chapitre, c'est l'énigme architecturale du système de couloir. Quatrième chapitre, l'hypothèse du Nil. Cinquième chapitre, géométrie prophétique. Je suis curieux de voir ce qu'il en sera. Sixième chapitre, sommes-nous les Israélites? Ça devient intéressant. Parce que là, moi, je fais directement la corrélation avec ce dont je parle déjà dans d'autres vidéos, et qui c'est simplement la suite logique de ce qui est indiqué dans la Bible, hein, donc la dispersion des Israélites parmi les nations. C'est bien décrit dans la Bible, et comme j'ai expliqué, il y a plein de juifs, entre guillemets, qui s'ignorent parmi les nations, notamment surtout les deux fils de Joseph. Donc Manassé et Ephraim, c'est ça. Donc il y a apparemment énormément d'Éphraïmites qui s'ignorent. Hein. Chapitre 7, les 7 ans des gentils. Tiens, c'est marrant, il a fait correspondre le chapitre 7 avec les 7 ans des gentils. Chapitre 8, l'abomination de la désolation. Terme biblique, dans un livre sur la pyramide. Chapitre 9, chronologie des événements de la fin. Et chapitre 10, le Messie et la pyramide. Intéressant, non? Ça fait déjà 7 minutes. Est-ce que je vais commencer à lire ou je vous laisse là? Oui, je vais quand même... Je vais voir si la préface n'est pas trop longue. Ok. C'est parti pour la préface. On a d'abord cru que la grande pyramide n'abritait qu'une chambre funéraire. Bon, apparemment, le début, c'est la même chose que ce qui a indiqué derrière. Puis on a découvert qu'elle contenait, sous forme de mesures précises, la solution de certains des plus grands problèmes astronomiques, géométriques et géodésiques de tous les temps. Enfin, on s'aperçut qu'un lien étroit existait entre les mesures intérieures et les mesures extérieures de l'édifice, et que le système de couloirs renfermait une chronologie géométrique des dates les plus importantes de l'histoire de l'humanité. On verra dans ce livre que la Grande Pyramide non seulement représente la science d'une grande civilisation pré-biblique depuis longtemps disparue, mais encore porte en elle la marque d'un savoir surhumain. On a dit, à juste raison, que la pyramide de Khufu était le symbole architectural de la plus haute forme de croyance philosophique et religieuse. Ces révélations mathématiques, consignées il y a une cinquantaine de siècles dans la pierre, n'ont été comprises que par notre époque et constituent l'adresse allégorique de la civilisation première à la civilisation d'aujourd'hui. Attendez, il date de quand ce bouquin? 1936. 1936. Hein. Les principaux investigateurs de la Grande Pyramide furent William Petrie, Ernest Wallis Budge, Smith, Gaston Maspero, le colonel Garnier, Charles Lagrange, Marsham Adams, Oppolzer, Bochinger et Newcomb. Comme ça, vous avez des noms si vous voulez faire des recherches plus approfondies. Donc déjà, il y a des références de personnes. Donc vous pouvez voir si ce sont des scientifiques ou enfin des gens, des personnes sérieuses. Hein. Mais celui à qui nous devons le plus est D. Davidson, qui vers 1910, ayant eu l'occasion de lire un petit ouvrage de James Moncrief, M-O-N-C-R-I-E-2-F, pour ceux que ça intéresse, sur la Grande Pyramide, qui s'intéressa à la question objectivement et sans dessein préconçu. L'étude la plus approfondie du sujet l'amena à collaborer avec le docteur Alder Smith, qui identifiait comme lui la chronologie géométrique de la Grande Pyramide avec la chronologie hébraïque, et les deux savants poursuivirent en commun leur travail jusqu'à la guerre 1914-1918, dont la fin coïncida avec le décès du docteur Alder Smith. Le docteur Davidson,
donc ce sont des docteurs, etc. Par rapport, ce sont des personnes sérieuses apparemment. Alors allez voir sur Wikipédia ce qu'on dit de Georges Barbarin, c'est assez cocasse au niveau du, comment dire, de l'habitude de dénigrer les personnes à notre époque. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous voyez bien, je donne des noms et apparemment, ça a l'air tout à fait sérieux. Hein. Donc le docteur Davidson continua seul ses recherches et publia, après de longues années de travail, un volumineux et scientifique ouvrage où tout est géométriquement, algébriquement et astronomiquement envisagé. La partie la plus spécialement interprétative, historique, religieuse et prophétique, a été reprise et développée par Haberman et Wines. Donc Haberman, c'est pour ceux qui veulent faire des recherches, je dis l'orthographe. Hein. Donc c'est Haberman et Wines, c'est Wines, mais avec moins d'objectivité. Donc ces deux-là l'ont fait aussi, mais avec moins d'objectivité. Donc ce Georges Barbarin, il avoue quand même certaines choses. Donc selon lui, ces deux-là ont fait les choses avec moins d'objectivité. On peut pas être plus honnête. Hein. On peut reprocher aux auteurs anglo-saxons d'avoir présenté leur consciencieuse étude avec désordre, ce qui en rend la lecture pénible. C'est pourquoi nous avons estimé que le présent travail de clarification s'imposait. Ah d'accord, en fait il a fait ce bouquin pour clarifier les choses. Les principales conclusions des auteurs qui se sont spécialisés dans les recherches sur la Grande Pyramide y sont méthodiquement exposées, sans irrespect, sans parti pris, avec la plus grande sincérité. Ce livre contient probablement quelques erreurs, soit parce que l'auteur a condensé en un petit nombre de pages un immense sujet, soit parce que les ouvrages qu'il a consultés renferment eux-mêmes des lacunes. Ah donc, en fait, la préface n'est pas de... Si, c'est de Georges Barbarin. Hein. D'accord. Comment en serait-il autrement à propos d'une œuvre si lointaine et qui, par tous les points, diffère si incroyablement des autres ouvrages dus au seul génie humain? Le présent ouvrage n'a pas l'ambition ridicule de se substituer à l'étude magistrale et infiniment complexe de Davidson et des exégètes allemands et anglo-saxons, mais de rassembler les connaissances éparses dans leurs livres de manière à permettre au lecteur, dégagé de postulats arbitraires, de se faire une opinion. Il a été fait état dans le travail qui suit de tous les travaux, de toutes les théories, de toutes les hypothèses. Nous y avons annexé des éléments de comparaison avec les prophéties anciennes et modernes, donc de 1936, hein, de manière à permettre le rapprochement des parties de cette étude qui se rattachent au temps actuel. Jusqu'à présent, les prophéties ont toujours été examinées partiellement ou par les incrédules qui nient tout en bloc et raillent tout par système, ou par les crédules qui adaptent les textes à leurs hypothèses et acceptent tous les yeux fermés. En les confrontant, nous nous sommes efforcés d'en dégager le sens le plus probable sans rien affirmer quant à leur réalisation future et dans le but de montrer que les données prophétiques architecturales de la Grande Pyramide ont sur les données prophétiques écrites ou parlées une grande supériorité. En effet, le plus souvent, la caractéristique des prophéties ordinaires est d'indiquer les événements sans en préciser la date, tandis que la caractéristique des prophéties de la pyramide est de préciser exactement la date sans indiquer la nature des événements. Ah bon? Donc là, c'est l'inverse. On dit exactement ce qui va se passer, mais pas quand. Non, c'est le contraire. On va dire quand ça va se passer exactement, mais pas quoi. Elle est bonne celle-là. Le cas de la grande pyramide de Khufu est absolument unique. Sa prophétie a des bases mathématiques et se fonde sur des chiffres exacts. Il semble en somme pour la première fois dans l'histoire de l'univers que les hommes aient été admis à lire de leurs propres yeux le plan objectif de celui que, à défaut de mieux, ils ont nommé le grand architecte. Aïe, 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 aïe. Vais-je devoir mettre ceci dans la playlist franc-maçonnerie? Bon,
Je vais en faire une playlist de lecture voilà, s'intitulant Le secret de la Grande Pyramide. Et ensuite, je verrai si je mets, quand je l'aurai terminé, je verrai si je mets cet ouvrage dans la playlist franc-maçonnerie. Hein. Donc voilà, préface de Georges Barbarin, 1936. Alors, il y a un petit 1. Cette date est celle de la première parution de l'ouvrage. Nous publions ici le texte de la nouvelle édition de 1966. 1936, 1966, fallait qu'en tout il y ait 3-6. Hein. Bien entendu. Bon, on va s'arrêter là. Ça fait 15 minutes. J'espère que ça vous intéressera. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.